transport maritime du fret malien sont fausses. Il n'y a pas de blocage du fret malien. C'est l'assurance donnée aujourd'hui aux opérateurs économiques par le gouvernement au cours d'une réunion d'urgence. L'ONG Think Peace, engagée dans la prévention des conflits et de la promotion de la paix, entend favoriser l'appropriation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action par l'ensemble des acteurs. C'est à la faveur d'un atelier national. 65 ans d'amitié et de coopération, ça se fête. Le Mali et la Russie célèbrent ainsi le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques à travers une soirée musicale exceptionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga a rencontré ce matin à la primature l'ensemble des syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de saluer et remercier au nom du président de la transition les chauffeurs du Mali pour leur contribution à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures malgré les contraintes. Et cette petite phrase prononcée par l'un des porte-parole des chauffeurs, le Mali, c'est nous, nous sommes le Mali, traduit l'engagement et la détermination des chauffeurs à jouer leur partition pour que les Maliens aient accès au carburant. On notait la présence de certains responsables des fêtières, des transporteurs et des membres du gouvernement. On en sait plus avec Mamadi Kone et Aliou Touri. La reconnaissance des autorités de la transition aux chauffeurs et aux conducteurs routiers du Mali. Lors de cette rencontre d'information et d'échange, c'est le Premier ministre et chef du gouvernement qui transmet de vive voix les remerciements du président de la transition aux chauffeurs et aux conducteurs pour leur patriotisme et les efforts qu'ils déploient au quotidien sur les corridors et les routes maliennes pour amener le carburant au Mali. Ni kuma jara namba fo aw temera ka baraka oni temeri ka baraka ka kan vraiment tashibla ka ke ka nyeshauma parce que ambe wakati ngono wakati ka gelen kosobe ni ko sarasu ni ko escort ni mana fenfe fo sarasu ka baray mais ka camion buli terroristes be fan bani djugube romna je crois que te chauffeur ma contrasigné au kama wala ngbe ka fongo au temera ka baraka parce que ka baraka ka mobile buli mais ni ko ka mobile buli ka ni risque bela jelento ma ka kanga fo ka wolen mando jema nyimo ko tola non bela jelento la ram na be ayra ka fo jusqu'à quel point au chesri non ni au ka kuma belame misaninga dula foso ma albiamba ambe se wulibla ma wulila se autonome bela jelema afo gilamba kan armée c'est fin fait pour que chauffeur ni me se ka kisi aka se ka barake que kasro toromakala que armée baka barala pour que vraiment ngabo ni ngilen konala jamana dembela jelin tola jamana nyimo wore tola ka fo ka wori manual bibida kelem do fana na jatemine depuis ni crise de carburant ci damnera ci kuna fulu jugu mu se ga don jamana kono mu be to ka nani gilanga jamana kono a jatemine o bebala men berebe ka ira ka fo e ke bede complot mundu fin chama ba konala mais je crois que ala barkala malien be afama parce que ka wuli ka jo o boira je crois que mo chama be sarasu fana butala mais siton fana butala parce que katashi rana ini digune ibe carburant na a trobe bela jelen kan ko ka ala barkala me ala fuka ala wolin mano ka malien bela jelen fo vraiment ka ulika jonu ka chesri la malbi an ambro di nyoma gila mundu aka chala fe ambe boni gila konala. Cette démarche du chef du gouvernement est appréciée par l'ensemble des syndicats, des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Les 4 centrales syndicales qui ont pris la parole ont salué la disponibilité du gouvernement avant d'exposer quelques contraintes des chauffeurs du Mali, comme l'application intégrale de la convention collective et l'absence de sécurité sociale. Nous sommes allés à la rencontre générale à Djaranye. Jamana a considéré qu'à Dongo Tchena, Amega Baramga Jamana Bego Douanye. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Le fait que le Premier ministre nous a accordé ces faveurs
d'appeler les syndicats des conducteurs routiers du Mali pour les remercier spécialement par le travail qu'ils sont en train de fournir par le cheminement des transports. Moi, je pense qu'on a fait qu'à remercier le gouvernement, le président de transition et le Premier ministre et son gouvernement. Les chauffeurs et conducteurs routiers entendent être des acteurs de la stabilité et non de la déstabilisation du pays et apporter leur contribution malgré les difficultés, car ils se disent prêts à tout donner et à se battre corps et âme pour le Mali. Le Premier ministre nous a appelés, c'est pour nous encourager dans notre boulot. Et au fait, nous avons eu par contre des situations un peu aussi à expliquer. Et en réalité, nous avons trouvé de satisfaction. Fait que lancer des messages par rapport à les propos des chauffeurs. Le Mali, c'est eux, c'est le Mali. Donc, ils sont dévoués à travailler et je les encourage vraiment à travailler dans la plus grande dignité parce que le Mali nous interpelle tous. Aujourd'hui, c'est inoubliable. On a été reçus, vraiment on est contents. Nous, tous les conducteurs routiers du Mali, vraiment, nous en sommes maintenant fiers de notre gouvernement. Et on va se mettre le paquet encore pour quand même faire de ce qu'on doit faire dans ce pays-là. Vraiment, on est très très contents. On est très très contents, inoubliable. On remercie vraiment l'ensemble du gouvernement. Et on lance un appel à tous les chauffeurs. Que ce soit les chauffeurs routiers, urbains, inter-États, de s'impliquer obligatoirement pour quand même essayer quand même d'aider ce pays-là. Le Premier ministre dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par les chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Le gouvernement, dira-t-il, apportera des solutions selon ses moyens. À la rencontre, on notait la présence de certains responsables des fêtières des transporteurs. Comme quoi, il faut se donner la main pour faire face à l'ennemi. Je vous annonçais hier la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec le corps diplomatique. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué à la fois par les défis sécuritaires et les difficultés liées à l'approvisionnement du pays en carburant. Objectif à renforcer le dialogue et consolider la coopération avec les partenaires internationaux. Les diplomates ont été rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour trouver une solution rapide. Les détails avec Khadija Toukouni et Toumani Djabati. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambiance était à la concertation. Le chef de la diplomatie malienne a longuement échangé avec les diplomates sur la situation actuelle du pays, notamment celle sécuritaire. S'agissant en particulier de la situation sécuritaire aujourd'hui qui préoccupe les uns et les autres, je voudrais, avant d'aller loin, d'abord reconnaître et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité du Mali. Et dans ce contexte sécuritaire en particulier, le Mali a fait le choix de continuer à travailler pour la mutualisation de nos efforts de défense, notamment dans le cadre de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, où des efforts importants sont faits pour pouvoir inverser la tendance tout en gardant la porte ouverte pour une collaboration avec des pays voisins qui le souhaitent pour que nous puissions œuvrer ensemble sur le plan de la défense et de la sécurité. Nous souhaitons une plus grande coopération, une plus grande transparence, une plus grande concertation de votre part. Autre sujet de préoccupation, la pénurie de carburant qui affecte depuis plusieurs semaines les activités économiques et la mobilité des citoyens. Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement à trouver des solutions durables. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée. Je dois aujourd'hui rendre un hommage particulier aux populations maliennes qui ont fait preuve d'une grande résilience face à cette situation. Et même les étrangers qui vivent parmi nous ont fait preuve d'une grande résilience, mais aussi d'une grande dignité. Rendre hommage aussi à tous les acteurs qui ont été impliqués à la fois dans l'importation des produits pétroliers ou même d'autres produits pour le dédouanement, la sécurisation, le transport et la distribution de ces produits. La situation de pénurie actuelle, je dois vous le dire, elle est temporaire. Le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment dans le cadre du comité interministériel
de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC. Le ministre Diop a aussi salué l'accompagnement et le soutien constant des pays partenaires, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement malien de renforcer la coopération avec la communauté internationale. Je voudrais me réjouir de la compréhension et de l'accompagnement des ambassades, organisations internationales et régionales accréditées au Mali tout au long de ces années, et aussi marquer notre satisfaction par rapport à l'engagement de pays amis, des partenaires et d'institutions qui accompagnent notre pays. Et beaucoup sont restés parmi nous, avec nous, dans des moments extrêmement difficiles. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais beaucoup ont partagé aussi les peines et les joies des Maliens. Le doyen des diplomates a réitéré la disponibilité des ambassadeurs à poursuivre leur collaboration avec le Mali dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire. On behalf of the diplomatic corps accredited to the Republic of Mali, au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Selon plusieurs participants, les échanges ont été francs et constructifs, une initiative qu'ils considèrent comme un signe d'engagement de la part des autorités maliennes. J'ai beaucoup apprécié les informations fournies aujourd'hui ainsi que l'échange franc. Les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien face à la violence terroriste persistante. Nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes dans leur effort pour protéger le peuple malien et vaincre le terrorisme. C'est une rencontre très positive, mais c'est une situation vraiment difficile et nous sommes tous ensemble. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de se débrouiller de la façon la plus honnête et la plus efficace. Les diplomates ont aussi rendu un hommage au peuple malien pour sa résilience et son courage malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant et qui continue de faire preuve de patience et de solidarité. Au nom des plus hautes autorités nigériennes pour saluer la résilience et la patience du peuple malien. Ce peuple est vraiment calme, très un peu voyant, qui n'a pas tremblé par rapport à la situation de la pénurie du carburant. Le Niger, nous sommes derrière le Mali dans le cadre de l'AES pour le soutenir dans cette épreuve difficile qui est temporaire. Féliciter le peuple malien pour sa résilience. Je félicite tout le gouvernement malien qui a été vraiment résilient également. Cette situation va passer, Inch'Allah. Et dire également toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Cette rencontre a été jugée positive par les participants qui y voient un pas de plus vers une meilleure coordination des actions entre le Mali et ses partenaires. Ce dialogue diplomatique se veut désormais plus régulier et plus constructif face aux défis du moment. Pas de blocage du fret malien. Face aux rumeurs de suspension du transport maritime du fret malien, le gouvernement a tenu à rassurer les opérateurs économiques au cours d'une réunion d'urgence. Après clarification avec la compagnie SEMA CGM, il s'avère que le message à l'origine de la confusion était un simple avis interne destiné à la clientèle publié par erreur sur les réseaux sociaux. La suspension annoncée par la compagnie SEMA CGM ne concerne que des clients précis. La rencontre avec les opérateurs économiques était présidée par le ministre de l'économie et des finances qui avait à ses côtés la ministre en charge des transports et celui du commerce. Les explications de Moussa Papa Idara et Tchadja Kamara. Il n'en est rien, contrairement à certaines informations qui ont circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Les ports ouest-africains restent bien ouverts au fret malien. Tout est parti de ce communiqué de la compagnie maritime SEMA CGM évoquant une suspension temporaire du transport de marchandises à destination du Mali. Une mauvaise interprétation de ce communiqué a conduit le gouvernement à une réunion d'urgence. Après échange, la situation est désormais claire. Le message publié par la SEMA CGM était en réalité destiné à sa clientèle et s'est retrouvé par inadvertance sur les réseaux sociaux, provoquant une confusion. La suspension permet tout simplement à la compagnie d'écouler les marchandises déjà sur place avant d'accueillir de nouvelles commandes.
C'est une note qu'on a publiée le 4 novembre, une note qui consistait à expliquer à nos clients qui travaillent avec nous en BLD, c'est-à-dire les conteneurs que nous acheminons nous-mêmes jusqu'à Bamako, pour leur dire que nous sommes actuellement confrontés à des difficultés opérationnelles qui nous ont amenés à prendre cette mesure. Cette mesure consistait juste à expliquer la clause 10 du connaissement avec les 4 options qui consistait à permettre aux clients, soit effectivement dans un tel cas de figure, d'éclater le connaissement à Dakar ou à Abidjan, en tout cas au port de déchargement, ou bien effectivement de choisir lui-même d'acheminer la marchandise vers Bamako. Et dans ce cadre, on n'est pas dans le cadre d'un BLD, ou bien effectivement de laisser la marchandise au port sous notre garde, pour après qu'on puisse les acheminer à Bamako. La compagnie maritime a d'ailleurs réaffirmé son engagement à poursuivre son partenariat stratégique avec les opérateurs économiques maliens. Il n'a été nullement question d'interrompre les activités de CMA-CGM au Mali. Il n'a également nullement question de jeter un quelconque discrédit ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, notre note a été mal interprétée. CMA-CGM continue ses activités au Mali. Les BLD sont suspendus temporairement pour effectivement nous permettre d'évacuer le lot qui est encore à Dakar. Et nous continuons, à l'heure où je vous parle, d'amener des conteneurs à Bamako. Nous avons même des camions qui sont actuellement en route. Si vous aviez un conteneur à partir de la Chine, vous pouvez confier le conteneur à CMA-CGM en disant, mais arrivé à Abidjan, moi-même je prends le relais, le transport de Abidjan à Bamako. Maintenant, le BLD, ils prennent en charge depuis le départ, ils font les formalités au niveau de Dakar, les formalités de douane, ils font le transport jusqu'à Bamako. C'est ce qui a été suspendu. Et momentanément, dès que la situation sera rétablie, ils vont reprendre même ce circuit-là. Vous savez, les routes ont des problèmes, il y a des problèmes d'insécurité, c'est venu greffer à ces problèmes le problème de carburant. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de peur que de mal. Mais les réseaux se sont enflammés pour dire ouais, Bamako n'est plus une bonne destination, les entreprises commencent à nous bouder, il n'en est rien, c'est faux. Personne ne nous a boudé et personne ne peut bouder le Mali. De leur côté, les autorités ont rassuré les acteurs économiques. L'État reste déterminé à défendre leurs intérêts et à assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et stratégiques. Soutien et réconfort face à la crise des hydrocarbures au Mali. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a visité hier 2 stations-service dans la ville de Bamako. Moussa Sek est allé encourager les pompistes et les citoyens pour leur résilience. Les précisions avec Sidou Traoré et Sidiki Balo. Dans l'ordre et dans la discipline, les véhicules de transport en commun sont servis en toute sécurité. Nous sommes à la station-service corridor de Daoudabougou, première étape de la visite du ministre en charge de l'emploi. Pour l'occasion, la ministre se transforme en pompiste pour approvisionner les taxis, les sous-traitants et les bus. Le geste de la pompiste d'un jour est salué par les transporteurs. Nous saluons la visite du ministre et on s'est réjoui de l'état d'approvisionnement en carburant. Ça me faisait 4 jours au rang. Merci aux autorités. C'est un bonheur pour moi qu'un ministre se déplace pour nous servir. J'ai pas de mots. J'ai compris que nos autorités nous soutiennent. Elles ont compris nos difficultés. Depuis le matin, les policiers surveillent avec à sa tête le directeur général de la police. Le déplacement du ministre prouve que les autorités pensent à nous. Si elles pouvaient, nous n'allons pas être ici en rang. Je demande à chacun de se patienter. Autre lieu, même exercice pour le ministre en charge de l'entrepreneuriat. À Yirimadjo, à la station Soumayaf. Être pompiste, c'est féliciter les pompistes, les transporteurs et les populations pour leur accompagnement, leur soutien aux actions des plus hautes autorités. Les populations sont sorties en masse et je me réjouis que le ministre soit venu constater l'approvisionnement. Une visite de terrain réconfortante pour le ministre Oumou Salseko. J'ai remarqué une population résiliente et disciplinée, consciente des enjeux et des défis que traverse le pays. Et c'est à ce titre que
je suis venue pour transmettre la reconnaissance de son Excellence le Président de la transition Assimi Goïta aux populations du Mali. Donc notre présence ici signifie que nos autorités, les plus hautes autorités, reconnaissent la résilience des populations, reconnaissent leur détermination aujourd'hui à se mettre aux côtés de l'ensemble du gouvernement du Mali pour gérer ce défi. Et nous aurons certes des défis pareils. Nous traversons déjà d'autres avant la crise du carburant et nous sommes conscients de tout ce qui est comme manipulation, comme désinformation autour de cela. Sur les 10 sites, elle a remis un kit composé de sandwichs et de rafraîchissement, tout en saluant les populations pour leur compréhension et leurs actions citoyennes afin de juguler la crise. Face aux attaques visant les convois de produits pétroliers, le président du Conseil national de transition signale dans son discours de clôture de la deuxième session d'octobre 2025 des manquements. Il s'agit des personnes qui filment ou diffusent les images des convois, un acte en apparence anodin mais qui peut avoir de lourdes conséquences. Filmer ces déplacements, c'est révéler malgré soi des informations sensibles, c'est exposer nos femmes et servir malgré soi la cause des terroristes. Voyons avec Garibou Pérou quand filmer devient un risque social. Dans notre ère numérique, chaque téléphone est devenu une caméra, chaque citoyen un témoin du quotidien. La joie et la peine, les sacrés et les sensibles, tous s'y retrouvent capturés, partagés et commentés. Mais à force de tout filmer, ne risquons-nous pas de dévoiler ce qui, par sagesse et par devoir, devrait demeurer protégé. Depuis quelque temps, une inquiétante habitude s'installe. Filmer et diffuser les convois de produits pétroliers sur les réseaux sociaux. Des vidéos tournées à la hâte, relayées sans réflexion, souvent avec fierté, rarement avec conscience. Or, ces images ne sont pas anodines. Elles révèlent plus qu'elles n'informent. C'est la raison pour laquelle le président du Conseil national de transition tire la sonnette d'alarme. Je voudrais ici remercier et encourager notre brave peuple debout, résilient, et demander au gouvernement de poursuivre les initiatives entreprises pour un retour rapide à la normale. C'est aussi le lieu pour moi de signaler certains comportements qui, à tort ou à raison, nous exposent dans certaines de nos actions quotidiennes. Je veux parler de ceux qui filment les convois de transport de produits pétroliers, de leur point de ravitaillement jusqu'à leur destination finale. Si l'intention de certains est d'informer le peuple, d'autres le font pour objectif d'informer l'ennemi. Nous devons arrêter ces pratiques si nous voulons gagner cette crise provoquée contre notre Maliba. Filmer et publier ces convois, c'est ouvrir une brèche dans notre sécurité nationale, car dans le monde des guerres asymétriques, l'information est devenue une arme. Ce que nous pensons partager innocemment, d'autres l'exploitent froidement. À ce rythme, nos ennemis n'ont plus besoin d'espions parce que nos propres écrans leur livrent nos secrets. Ces images, ces publications virales deviennent des cartes précieuses entre les mains de l'ennemi. Disons-le alors avec fermeté que filmer les convois de produits pétroliers, c'est compromettre la sécurité nationale, c'est trahir parfois sans le savoir l'effort collectif d'un peuple qui se bat chaque jour pour sa stabilité et sa souveraineté. Informer, oui, mais protéger avant tout. La responsabilité citoyenne pour notre Maliba, c'est aussi le silence quand le devoir l'exige. Et l'Amata Alliance de Mali et Tania propose des solutions pour une meilleure gestion du carburant. C'est à la faveur d'un point de presse qu'elle a organisé sur le thème la gestion de la crise du carburant par la souveraineté, la sensibilisation et la résilience. Ali Abdoulaye Touri. La crise du carburant est un sujet brûlant de l'actualité nationale. Elle est au cœur des débats publics, dans les familles, dans les rues et même dans les lieux de travail. Pour parvenir à une meilleure gestion de la crise du carburant, l'Alliance Mali-Tanien a initié ce point de presse. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur les mauvaises pratiques liées à la vente du carburant, avant de proposer des solutions. Il s'agit de créer des stocks donc au niveau des différentes régions du Mali. Dans les stations, nous avons dit qu'aujourd'hui,
90% des motos n'utilisaient pas les stations. Ils utilisaient les vendeurs avec des petites bouteilles, donc dans les quartiers et dans les villages. Donc pour nous, il s'agit de réfléchir pour trouver une solution pour que ces revendeurs puissent être ravitaillés, pour que les motos puissent abandonner les stations. Les véhicules abandonnés, nous avons également parlé de ça. Beaucoup abandonnent leurs véhicules, donc on ne sait pas qui sont les propriétaires, mais ils sont déjà garés au bord du goudron. La fluidité est difficile à ce niveau, donc nous avons invité les uns et les autres d'éviter et de renoncer à ces pratiques. L'animateur principal du point de presse n'a pas manqué d'expliquer le contenu de l'arrêté interministériel fixant la vente des produits pétroliers. Il faut des documents à travers la Direction générale du commerce et de la concurrence. Donc cette disposition a été saluée par les forces vives de Kati également. Mais aussi, surtout, les stations attribuées aux forces armées maliennes est aussi un moyen pour éviter des incompréhensions entre la population civile et les forces armées maliennes. Mais nous avons surtout insisté sur un point, le fait de garder des carburants au niveau de nos familles, c'est aussi une manière d'exposer votre famille, d'exposer vos voisins, d'exposer au moins toute une communauté. Ce point de presse de l'Alliance malitanien s'inscrit dans un esprit de changement de comportement pour une gestion durable de la crise du carburant. Atelier national d'appropriation de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action 2024-2028 organisé par l'ONG Think Peace qui est engagé dans la prévention des conflits et de la promotion de la paix. L'atelier vise à favoriser une appropriation collective et opérationnelle de cette politique nationale par l'ensemble des acteurs. Aussi, la rencontre permet de clarifier les rôles et poser les jalons d'une mise en œuvre concertée du plan d'action 2024-2028. Le point avec Aridou Matina et Moulay Sidibi. L'ONG Think Peace multiplie les initiatives pour jouer sa partition dans la lutte contre l'extrémisme violent, qui est un fléau qui ébranle la stabilité des États et fragilise la paix et la cohésion sociale. Face à cette réalité, il est nécessaire de mettre en place des réponses politiques inclusives et concertées, d'où cet atelier national d'appropriation des parties prenantes sur le document de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action national 2024-2028. Aussi pertinente soit-elle, une politique publique ne produit d'impact durable que lorsqu'elle est connue, comprise et portée collectivement. Nous espérons que les 2 jours de travaux permettront de clarifier les rôles et responsabilités, de renforcer la coordination multisectorielle et de poser des bases d'une mise en œuvre concertée et efficace du plan d'action 2024-2028. Cet événement s'inscrit dans une dynamique nationale qui place la prévention, la cohésion sociale et la résilience communautaire au cœur de l'action publique. L'école de maintien de la paix à l'Undouambé de Bamako se veut être une plateforme d'échange et de partage d'expériences. L'initiative de Think Peace est soutenue par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le Fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. Cet atelier que nous avons le plaisir de soutenir représente une étape essentielle pour renforcer la compréhension commune et pour clarifier le rôle que chaque acteur doit jouer dans sa mise en œuvre. Les ministres en charge des affaires religieuses et de l'enseignement supérieur, présents à l'atelier au regard de l'importance de la thématique, n'ont pas manqué d'apporter des éclairages à propos de la question de radicalisation. Il est difficile de concevoir que dans cet espace où les contentieux étaient principalement gérés par la médiation et l'arbitrage, très souvent en marge des juridictions modernes de l'État, fasse irruption d'étranges pratiques hautement barbares sous la couverture de la religion musulmane. L'islam recouvre plusieurs paramètres: une culture, une civilisation, une religion et un droit principalement civil. Cette politique qui couvre jusqu'à 16 ministères au Mali est une politique qui doit être prise en charge par tout un patriote et par tous les nationaux, même les internationaux. Il n'y a aucune religion de barbarisme. Les religions sont là pour la tolérance, pour le dialogue, pour l'acceptation de l'autre
et pour la paix, la quiétude. Ont participé à cet atelier national d'appropriation de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action 2024-2028, les organisations de la société civile, les leaders religieux ainsi que les légitimités traditionnelles. Plus de 541 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de 2026 de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis. Ce budget est soumis à l'examen et à la validation des administrateurs réunis pour leur deuxième session ordinaire. À l'ordre du jour, le rapport d'activité de l'Agence au titre de l'année 2025, le projet de programme d'activité 2026, compte rendu sur Onakamisoko. L'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis place l'année 2026 sous le signe d'un engagement fort dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Un engagement qui se justifie aisément par les initiatives en cours. La création de l'agence vise à trouver une solution aux difficultés liées d'une part au recouvrement des condamnations pécuniaires au profit de l'État et d'autres victimes, et d'autre part à la conservation et à la sécurisation des biens saisis au cours des procédures pénales. Si l'on va du postulat qu'il n'y a pas de gestion des avoirs saisis ou confisqués tant qu'il n'y a pas de saisie des avoirs, il va sans dire que le résultat lié au nombre de biens saisis dans l'escarcelle de l'agence connaîtra une amélioration au cours des prochains exercices par l'application effective et efficace par les acteurs de la chaîne pénale des dispositions pertinentes du Code pénal, du Code de procédure pénale et de l'ordonnance numéro 2024-011 du 30 août 2024 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. L'année 2025 a été marquée par des avancées notables en matière de gouvernance. On retient notamment la mise en place des outils nécessaires au fonctionnement de la structure, en l'occurrence l'acquisition des équipements, le renforcement du personnel et la mise en place des organes de gestion. L'agence a mené des activités en lien avec la gestion des avoirs saisis. Dans ce cadre, suivant une ordonnance d'un juge d'instruction, l'agence a été désignée pour exercer sa compétence sur 2 biens immobiliers saisis, dont un hôtel 4 étoiles dans le cadre d'une procédure pénale. Les actions sont en cours relativement à ces biens saisis. Pour la mise en œuvre de ces activités indiquées, l'agence a bénéficié du concours de l'État à travers le budget national et de l'apport des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour mener à bien ces missions, l'ARGAS dispose d'un budget prévisionnel de plus de 541 millions de francs CFA, un budget soumis à l'approbation des administrateurs à la faveur de cette deuxième session de la structure. Le comité d'orientation pour la réforme du secteur Nouveau Plan de la sécurité dispose d'un plus ambitieux quinquennal allant de 2025 à 2029. Il a été adopté aujourd'hui à l'issue de la première session ordinaire de l'année, session au cours de laquelle les participants ont fait le bilan de l'exercice écoulé avant de dégager les perspectives. Tchemoko Konati. Un cycle stratégique s'achève en matière sécuritaire au Mali, donnant lieu à un autre. Un nouveau départ donc pour une période de 5 ans allant de 2025 à 2029 après un plan triennal. Cette première session ordinaire de l'année en cours du comité d'orientation pour la réforme du secteur de la sécurité s'est d'abord penchée sur le bilan de l'exercice écoulé avant de se prononcer sur les perspectives. Il ressort du rapport que l'état d'exécution des activités est mitigé à cause de l'insuffisance des financements. Le plan triennal a été exécuté à peu près à 30-35%, qui dit sécurité humaine, dit d'abord un territoire souverain, un territoire où nous dictons ce que les Maliens veulent. Il y a les autres services, à savoir la force de sécurité intérieure. Donc je considère que ça c'est la force de défense et de sécurité intérieure. Donc ensuite, l'administration, aujourd'hui le Malien lambda a besoin de revoir, n'est-ce pas, ses écoles, ses préfets, ses sous-préfets. En dépit des insuffisances constatées, le comité reste déterminé à relever les défis du moment en matière de sécurité au grand bonheur de la population. D'où l'élargissement de son champ d'action avec ce plan quinquennal plus ambitieux assorti de la présente session consacrée à l'examen des 3 documents. Ce sont le document du cadre stratégique de la police de proximité au Mali, qui traduit la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les forces de sécurité et les acteurs du secteur de la justice des citoyens
afin de promouvoir une sécurité partagée fondée sur la confiance et la collaboration. 2. Le rapport d'évaluation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 qui dresse le bilan des acquis, des défis et des enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent plan d'action 2022-2024 de la stratégie. 3. Et enfin, le document de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité révisé et son nouveau plan d'action 2025-2029 qui définit les orientations, les priorités et les mécanismes de gouvernance pour consolider les réformes entamées et répondre aux nouvelles réalités sécuritaires du pays. Pour rappel, le processus de réforme du secteur de la sécurité a été lancé en mai 2017. Les innovations introduites s'inscrivent dans la logique des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, le respect de la souveraineté de l'État et des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts du peuple dans la prise des décisions. À Doha, au Qatar, le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, a reçu en audience le représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel au Mali et chef de la MISAEL, Mamadou Tangara. Le point avec Abari Amiti. C'est une visite courtoisie au Premier ministre du Niger et j'ai eu l'honneur de le rencontrer en présence de mon ami et frère, le ministre des Affaires étrangères, Bakary Sangare. C'est un peu pour m'enquérir un peu de la situation et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler main dans la main dans les nouvelles fonctions de représentant spécial de l'Union africaine au Mali et chef de la mission Miss Sahel. Donc l'échange a porté sur la situation actuelle, nous a donné des informations qui vont être très utiles pour notre travail et nous allons essayer ensemble vraiment de travailler main dans la main afin que les gens puissent aussi entendre la voix des Sahéliens, des gens du Sahel central, de l'AES. Il est important, quand même, si on veut résoudre ce problème, qu'on puisse discuter avec les principaux concernés. Moi, je fais confiance à nos peuples, c'est des peuples résilients, on va être à la hauteur du défi, on relèvera ensemble ce défi. Parce que ce qui concerne ces pays directement concerne toute la région. Donc on est obligé de travailler, de faire preuve de solidarité pour qu'on puisse résoudre ce problème de sécurité qui se pose dans la région ouest africaine. Au Burkina Faso, la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM passe à la vitesse supérieure. Après près de 2 années de sensibilisation, elle est sur le terrain pour faire appliquer la loi sur l'immatriculation provisoire des engins à la vente instituée en octobre 2023. La sortie a concerné une dizaine de concessionnaires et de revendeurs de motocyclettes et de véhicules à 4 roues dans la capitale. Le commentaire de Sekou Zongo sur ces images de Nongo Kouda. La Direction générale des transports terrestres et maritimes et ses partenaires en mission de vérification auprès des concessionnaires de l'existence du dispositif technique d'immatriculation provisoire. Et c'est là que commence le contrôle. Dans cette entreprise de vente de véhicules à 2, 3 et 4 roues, des engins déjà immatriculés et prêts à être sur les routes du Burkina Faso en toute légalité. Ce système d'immatriculation provisoire, dès que la phase test a été lancée, nous avons vu ça comme une opportunité vraiment pour satisfaire nos clients. Et je pense que, en plus de satisfaire nos clients, il y a une traçabilité et dans notre contexte aujourd'hui d'insécurité, tous les vendeurs concessionnaires devraient suivre ce pas pour aider nos autorités vraiment à réussir aussi sur ce plan sécuritaire. La mesure d'immatriculation provisoire de tout véhicule à la vente est en vigueur depuis octobre 2023, mais visiblement, plusieurs concessionnaires et revendeurs sont encore à la traîne. Pour ce qui est effectivement de la motocyclette,
Le dispositif est là, mais pour le moment, il n'est pas fonctionnel. Mais bon, ça, ce n'est qu'une question de temps. Sinon, tout est en tout cas mis en œuvre pour que dans les prochains jours, l'immatriculation provisoire soit également, comme j'ai dit, vraiment valable aussi pour la motocyclette. Honnêtement, si ce n'est pas aujourd'hui, on ne savait même pas qu'il y avait ce système qui était en place. Aujourd'hui qu'on est au courant de cette information, nous allons commencer déjà par avoir l'agrément dès demain matin. On va essayer de se mettre à jour et en place le plus rapidement possible. En tous les cas, la sensibilisation touche à sa fin, prévient la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Dès janvier 2026, aucun véhicule sans immatriculation provisoire ne sera toléré sur les routes du Burkina Faso. 2 ans de sensibilisation, nous avons obtenu les chiffres, nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais à partir de 2026, une mesure nouvelle est là. Ça veut dire que les dossiers d'immatriculation définitive des engins, il faut avoir forcément, en tout cas, votre document d'immatriculation provisoire WW. Cette sortie a été une sortie vraiment de sensibilisation et en même temps un avertissement parce que les prochains jours, aucun véhicule, en tout cas, ne va circuler sur les voies ouvertes à la circulation routière sans être identifiable. Une dizaine de concessionnaires ont donc reçu cette sortie de la DGTTM. L'ensemble des acteurs s'engage à se conformer à la réglementation et à accompagner les autorités dans ce combat de sécurisation des usagers de la route. En présence des autorités maliennes et l'ambassadeur de Russie, le Centre international de conférence de Bamako a vibré au rythme d'une soirée musicale exceptionnelle. Entre kora et violon, maliens et russes ont célébré leurs 65 ans d'amitié et de coopération dans une ambiance de fraternité et de partage. Reportage Moussa Kamara et Siriki Koulibaly. C'est par l'exécution des hymnes nationaux du Mali et de la Russie, interprétés par la chorale de l'école fondamentale Léon Tolstoï, que s'est ouvert ce concert de l'amitié. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le public a voyagé entre 2 univers musicaux. C'est l'ensemble instrumental national du Mali qui a ouvert les bals, revisitant avec brio les grands classiques du répertoire traditionnel. Place ensuite aux sonorités venues de Moscou. Oleg Kulko, Madame Ekaterina Souzhinchenko et Nicolas Aguev ont offert un moment d'émotion pure avec des airs classiques magistralement interprétés. Le Badema national qui a pris les relais a séduit le public avec une touche mêlant tradition et modernité. Ces échanges musicaux symbolisent l'harmonie et le respect mutuel entre les 2 peuples. Elle dit qu'elle est très heureuse d'assister à cet événement culturel. Une rencontre de 2 civilisations, de 2 cultures si vous voulez. C'était vraiment intéressant de voir comment les Maliens ont pu découvrir la culture russe et comment ainsi de l'autre sens aussi comment les Russes ont découvert la culture malienne. Des chansons qui ont porté sur d'abord la coopération entre le Mali et la Russie, les 65 ans de relations diplomatiques qui existent déjà entre nos 2 pays. Les chansons ont porté également sur la paix, parce qu'il y a eu un morceau sur le fait que s'il n'y avait pas eu de guerre, ça veut dire que la paix allait continuer, l'amour allait continuer. L'ambassadeur de Russie au Mali, Igor Grominko, a salué la solidité du lien culturel entre Maliens et Russes.
Étant en mission au Mali depuis 7 ans, je constate avec satisfaction que notre coopération culturelle et humanitaire connaît enfin un essor. Cette année a notamment été marquée par la rencontre entre le ministre malien de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Afé, et sa collègue russe, Mme Olga Lubimova, tenue en septembre 2025 en marge du 11e Forum international des Cultures Unies de Saint-Pétersbourg. Le secrétaire général du ministère en charge de la culture a pour sa part félicité les artistes et encouragé la poursuite de ces échanges. Depuis 65 ans, nous avons un partenaire sûr et fiable que j'ai nommé la Russie qui marche à nos côtés, donc dans le respect strict de notre souveraineté. C'est ce que nous célébrons ce soir aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako. Les artistes russes ont dédié une chanson à l'armée malienne, un clin d'œil impressionnant pour célébrer une amitié de 65 ans, toujours vivante et inspirante. Le Mali travaille à inscrire d'autres sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, depuis 2004, il n'y a plus eu d'inscription sur cette liste pour notre pays qui dispose pourtant de grandes potentialités en la matière. Tirer un meilleur profit de son patrimoine, la question fait d'ailleurs l'objet d'une réflexion collective au niveau du groupe Africa à l'UNESCO selon l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'organisation. Yaya Konaté s'est entretenu avec lui en marge de la 43e conférence générale de l'UNESCO à Samarkand en Ouzbékistan. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Mais c'est quand même pas une particularité qu'au Mali. Et c'est pourquoi au niveau africain, nous sommes en train de nous battre pour dire que effectivement, il y a beaucoup de retard à rattraper. Parce que quand vous prenez le Mali, au niveau de notre seul pays, il est incontestable que ça foisonne en termes de diversité et de richesse culturelle. Et c'est pareil pour la plupart des pays africains. Et donc, dans ce contexte-là, dire que comparativement à d'autres pays occidentaux, que nous sommes un peu, entre guillemets, à la traîne, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement corriger. Et donc, nous sommes en train de nous organiser au niveau même du groupe africain pour faire en sorte d'être plus concret et de trouver les voies et moyens pour arriver à résorber ce déficit-là. Corriger en faisant quoi? Avez-vous une idée? Tout à fait. Il y a eu des réflexions là-dessus et donc il y a eu des recommandations. Et donc ces recommandations ont été partagées avec les capitales parce que d'abord, comme vous le savez, c'est l'unité qui fait la force et il fallait s'accorder, il fallait d'abord réfléchir, échanger et arriver de manière consensuelle à des recommandations techniques, bien entendu. Mais une fois que ces recommandations emportent l'adhésion de tout le monde, il s'agira de manière beaucoup plus simplifiée et facile. Donc à partir des experts des capitales, donc d'adhérer les efforts de tout le monde et les mettre en synergie et de travailler de manière méthodique et avancée. À suivre donc l'invité de la semaine après le PMU Mali. Sortie de la toute première promotion du programme de formation intitulé Plan B. Ce programme est initié et financé par la Fondation Orange à hauteur de 23 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de la formation professionnelle. Compte rendu Djourachi Diakiti. 30 lauréats, dont une femme, composent cette première promotion du programme de formation Plan B de la Fondation Orange. Au bout de 3 mois de formation théorique et pratique en installation et maintenance du système solaire énergie photovoltaïque, ils reçoivent leurs attestations. Après les bases, on nous a montré comment faire les choses. Et le dimensionnement que nous, on ignorait dehors, on a tout appris. On nous a montré comment monter des hybrides, comment monter des panneaux solaires, les différents types de montage, on a tout fait. On n'a rien payé, sauf nos frais de transport. Je suis vraiment ému. Je remercie la Fondation Orange Mali. Ce geste humanitaire relève de la responsabilité sociale de la Fondation Orange. Le programme Plan B, c'est un programme destiné à des jeunes de 16 à 25 ans
qui sont en décrochage scolaire, c'est-à-dire après leur DEF BEPC, ils ont arrêté les études pour une raison quelconque. Donc nous, à la Fondation, on a lancé un appel à candidature pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent avoir une seconde chance, d'où le nom Plan B. Il y a eu un jury de sélection composé de plusieurs acteurs de la société civile et de l'État. Et à l'issue de la formation, on les a outillés afin qu'ils soient assez autonomes pour avoir une activité professionnelle. Le ministre en charge de la formation professionnelle apprécie cette initiative et invite les bénéficiaires à faire bon usage des nouvelles expériences acquises. Je voudrais, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, et affirmer la reconnaissance du gouvernement, la reconnaissance de mon département envers votre fondation pour votre appui constant au développement de la jeunesse et de la formation professionnelle dans notre pays. Chers lauréates, soyez fiers, soyez ambitieux. Soyez utiles pour vous-même, pour votre communauté. Sachez que l'avenir appartient à ceux qui croient en eux, tout d'abord, et qui croient en leurs rêves. Cette formation a coûté 23 millions de francs CFA à la Fondation Orange, qui s'engage à accompagner ses lauréats jusqu'à leur réussite. Rendons-nous à l'intérieur du pays. À Ménaka, l'UNICEF vient de remettre à l'Académie d'enseignement de la région un important lot d'équipements et matériels composés de tables-bancs, de kits pédagogiques et kits scolaires. Ce geste vise à mieux doter les structures scolaires afin d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage dans les écoles. La cérémonie était couplée à la remise de kits informatiques aux 3 lauréats du DF 2025 de l'Académie de Ménaka. Reportage Chirfi Moulay Aydara et Aga Amini. Par cette remise d'équipements et matériels composés des tables-bancs, des kits pédagogiques, des tentes polyvalentes, l'UNICEF renforce ainsi les capacités techniques et opérationnelles des établissements scolaires relevant de l'Académie d'enseignement de Ménaka. Mais pas seulement, les élèves de ces écoles les reçoivent également des kits afin de diminuer les charges des parents en cette rentrée scolaire. Ces gestes symboliques dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF en faveur de l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation pour les enfants de la région de Ménaka, je tiens à remercier sincèrement le gouverneur ainsi que toutes les autorités ici présentes pour leur accompagnement constant et leur soutien indéfectible aux actions de l'UNICEF. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation comme pilier du développement et de la paix dans notre région. Président de cette cérémonie de remise, le chef de l'exécutif régional affirme toute sa gratitude au partenaire historique, l'UNICEF. Ce qui donne le caractère significatif à cette cérémonie qui cadre avec la vision de la plus haute autorité de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Savoir une éducation de qualité et de masse. Cette action hautement salutaire est financée par le partenaire UNICEF que je félicite et remercie au nom des plus hautes autorités de la transition, sans oublier les autres partenaires qui agissent dans le même domaine et dans d'autres domaines aussi. Que le partenaire UNICEF a financé le consortium IRC Gardel pour des réhabilitations de CDPE, des salles de classe, des kits scolaires, j'en passe. Recevez, chers partenaires UNICEF, la reconnaissance et les remerciements des plus hautes autorités de la transition à travers la communauté éducative ici présente. Et vous exhorte à poursuivre cette dynamique profitant aux élèves de la région de Ménaka. Cette cérémonie de remise a été couplée à celle des matériels informatiques par la GEFO destinés aux 3 lauréats du DEF session juin 2025. Chacun d'eux a reçu un ordinateur.
À Tombouctou, l'ONG Gomni lance officiellement un tout nouveau projet pour renforcer la participation des couches sociales vulnérables et marginalisées au développement communal. Il ambitionne de former ces couches sur les droits de l'homme afin qu'elles puissent mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés pour un changement de comportement. Il s'attellera également à appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de leur PDSEC. Ce projet a comme zone d'intervention des communes des régions de Tombouctou et de Taoudini. Najim Babasisi et Hassan Aïdara. Malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires dans la promotion du genre, plusieurs personnes demeurent dans le besoin et manquent d'opportunités dans les régions de Tombouctou et de Taoudeni, notamment les femmes, les jeunes et les autres couches vulnérables. En vue de contribuer à leur inclusion dans les prises de décision et la gestion des affaires communautaires, l'ONG Gomni initie le présent projet intitulé « Renforcement de la participation des couches sociales vulnérables et marginalisées au développement communal ». Cet important projet vise entre autres à accroître la connaissance des 380 acteurs composés des couches sociales vulnérables et marginalisées, des leaders traditionnels, religieux, des membres des organisations de la société civile sur les thématiques de gouvernance inclusive. Accroître la participation des 380 représentants des couches sociales vulnérables et marginalisées et les autres acteurs locaux au développement communal. Ce projet d'une vingtaine de mois, financé dans le cadre du Fonds d'appui aux moteurs du changement, sera mis en œuvre dans les communes de Tombouctou, Sobundu, Sompi, Serere, Hamzakoma dans la région de Tombouctou et à Arawan, Al-Ourch dans la région de Taoudeni. Les autorités des deux régions saluent l'initiative et font de grands espoirs sur ces actions. Ce projet qui va durer 20 mois, j'en suis sûr, permettra qualitativement d'impacter ces différentes couches que nous venons de citer pour leur participation efficace à la gouvernance communale, mais également à leur participation à la vie politique de leurs communautés respectives. Je remercie sincèrement les partenaires financiers, les fonds d'appui aux moteurs de changement et l'ONG de mise en œuvre Gomni. Les participants à cette cérémonie de lancement constitués d'autorités politiques, leaders religieux et coutumiers, organisations de la société civile et bénéficiaires tout court sont invités à s'impliquer pour l'atteinte des objectifs assignés. Ouf de soulagement pour les bénéficiaires des fonds du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 de la région de Mopti. Ils ont reçu des fonds qui vont marquer le démarrage de plusieurs activités génératrices de revenus au compte de la phase 2 du projet. Reportage Mahamoud Ouedraoui et Djakalia Traori. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, a procédé à la remise des fonds aux 150 jeunes et femmes de la région de Mopti, bénéficiaires des activités génératrices de revenus sélectionnées dans les régions du Sahel. Il s'agit d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région. Nous sommes à Mopti aujourd'hui pour financer 150 AGR. Quand vous prenez le financement, certains pensent que c'est un financement dérisoire. Il est dérisoire s'il n'arrive pas, c'est-à-dire là où nous l'avons prévu. Mais 250 000, c'est beaucoup pour une jeune femme rurale qui ne peut même pas avoir 5 000, 10 000 par mois. Nous, les bénéficiaires, on est tellement aimés qu'on n'a pas assez de grands mots à dire. Pour les représentants du gouverneur de la région de Mopti, cet appui vient à point nommé. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin consacre l'officialisation du financement des bénéficiaires dans la région de Mopti. Chacun des 150 heureux bénéficiaires percevra un montant de 250 000 francs CFA, soit un total de 37 500 000 francs CFA. C'est le lieu pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires que vous êtes pour le choix porté sur vos personnes, un choix qui est en fonction de votre courage et détermination. Cette remise des fonds concerne les bénéficiaires du projet des régions de Kaï, Mopti, Gao, Tombouctou, Nyono et Kita pour favoriser le développement du tertiaire au Mali. En troisième région, après 2 jours d'échanges sur les défis liés à l'accès au financement des producteurs locaux, le forum des investisseurs des filières lait et pommes de terre s'achève à la grande satisfaction des initiateurs. Plusieurs engagements concrets ont été pris et qui ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement des filières porteuses de la région. Compte rendu Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba.
La mise en place des mécanismes durables de financement, d'un dispositif de suivi, d'encadrement et d'accompagnement pour renforcer la compétitivité des filières et la consolidation des partenariats avec les institutions financières. Ce sont là les principales résolutions adoptées par les acteurs au développement des filières lait local et pommes de terre à l'issue de 2 jours d'assises sur l'accès au financement, principal défi des producteurs locaux. Un forum qui ouvre désormais la voie vers une nouvelle dynamique de partenariat solide pour une agriculture plus compétitive et durable. Nous sortons de ces forums avec des engagements concrets et nous avons spécifié nos besoins. Le défi maintenant, c'est de mettre en œuvre ces recommandations pour améliorer la transformation, la production et la commercialisation des 2 filières dans un partenariat gagnant-gagnant. Il y a eu plusieurs jeunes qui ne maîtrisent pas leur projet. Il faut qu'ils apprennent les jeunes à maîtriser leur projet à 100%. C'est ça qui facilite le travail. On arrive à financer le maximum de jeunes par rapport à leur projet. Nous, on a 92% de financement par rapport aux 2 filières. Ce premier forum des investisseurs s'achève donc sur un appel à la synergie d'action de la part des autorités administratives et politiques pour une pérennisation des acquis en vue de faire de Sikasso un modèle de développement agricole durable au service de la souveraineté du Mali. Et le Conseil régional de Sikasso, maître d'ouvrage du PAFA 2, de s'engager à poursuivre les efforts en vue de faire des recommandations, des actions concrètes sur le terrain. Ça a été vraiment une réussite. Après ce forum, donc nous sommes là à la formulation de la phase 3 du PAFA. On va accompagner toujours la filière lait et pommes de terre, mais je pense aussi que nous allons aussi choisir d'autres filières. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise symbolique d'équipements de collecte et de conservation de lait à 12 centres et à une vingtaine de transformatrices des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Une subvention de plus de 41 800 000 francs CFA du PAFA 2. Et dans la capitale de l'Or-Blanc, la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances vient d'organiser une remise de matériel réceptionné dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba. Ce projet financé par la Banque mondiale a pour objectif d'accroître la résistance aux inondations. Reportage Brima Kone et Amadou Doulou. Un lot important de matériel d'assainissement pour le renforcement des capacités opérationnelles des collectivités de Nkuntina, Sinzina et Koutiala. Le don est une activité de mise en œuvre de la composante 6 du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba. Ces matériels-là ont été donnés aux collectivités pour que ce soit utilisé exclusivement pour les besoins d'assainissement. Ils sont au niveau de la mairie. Ceux qui en auront besoin vont aller prendre ça à la mairie, en faisant un bon, les enlever, aller les utiliser, prendre leurs déchets et puis revenir les mettre à leur place. Donc ces matériels-là vont vraiment nous enlever de très grosses épines. Le don est composé de 7 tricycles, 200 poubelles métalliques, autant en plastique, 100 pelles, autant de râteaux, 30 brouettes, 3 motos Yamaha, 400 paires de gants et autant de bottes. Il devra aider les bénéficiaires à faire face aux besoins d'urgence liés aux inondations. Les inondations ont affecté nos communes. Avec ces matériels, nous allons pouvoir gérer nos problèmes d'assainissement liés à ces inondations. Le Pruba était élaboré uniquement pour Bamako, mais le gouvernement a décidé de nous aider aussi. Au nom des communes de Nkuntina, Sinzina et Koutiala, je lui dis merci. Le projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba a pour objectif d'améliorer l'accès aux services urbains de déchets, d'assainissement et d'eau, accroître la résistance aux inondations dans les zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines et renforcer les capacités de gestion urbaine. Le Pruba est une initiative du gouvernement du Mali soutenue par la Banque mondiale. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé La trahison du contrôleur général Yaya Samaki. Ce roman relate une histoire vécue par la vieille Noutene ainsi que toute sa lignée. C'est une histoire vraie vécue par son auteur. Le tout tourne autour d'un enfant adultérin, Kurunko, qui n'aura pas été reconnu par son père biologique et qui sera élevé par sa maman qui aura consacré sa vie à sa réussite. Et la suite de l'événement est troublante, inexplicable, injustifiée et injustifiable.
Vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de la cérémonie d'inauguration de la deuxième mine de lithium de Bougouni, un gigantesque projet très prometteur pour l'économie malienne, officiellement mis en service par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le lundi 3 novembre 2025 à Nganala, dans la région de Bougouni. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,